Je vais maintenant inviter nos panélistes à me rejoindre ici en avant pendant que je vais vous les présenter. Donc, je vais les inviter dans l'ordre de ma présentation. On va commencer avec Annie Brouillette, que je vais vous présenter. Je pense qu'on doit avoir une diapositive qui présente Madame Brouillette en même temps. Installez-vous où vous le souhaitez. Détentrice d'un baccalauréat en physiothérapie de l'Université McGill en 87, Madame Brouillette a travaillé à titre de physiothérapeute dans beaucoup de milieux, ainsi que comme spécialiste en activité clinique pour les services de réadaptation au C3S chez Annemasse. Et depuis l'obtention de sa maîtrise en bioéthique de l'Université de Montréal en 2015, elle travaille à titre de conseillère en éthique au CC. Alors, excusez-moi, mais les sigles, c'est vraiment l'horreur. Les CCSMDL, qui veut dire... Le CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Le CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal, merci. Elle est ainsi appelée à travailler avec toutes les directions afin de soutenir la prise de décision tant au niveau clinique qu'organisationnel, ainsi que pour les mandats suprarégionaux en santé publique. Et elle contribue à la formation de stagiaires aussi et d'étudiants de différents programmes universitaires. Donc, bonjour, Madame Brouillette. On va avoir avec nous aussi Karine Charette, que j'invite à se joindre à nous. Donc, Karine Charette est infirmière. Elle est infirmière à l'urgence, en cardiologie, en psychiatrie, et elle a toujours privilégié un peu une approche holistique dans les soins à la clientèle. Sa curiosité professionnelle l'a amenée à approfondir ses connaissances justement sur les approches basées sur la réduction des méfaits qu'elle a mises en application en travaillant pour le Service correctionnel du Canada auprès d'une clientèle qui ont sans doute présenté à la fois des problèmes de santé physique, mentale, complexifiée par une dynamique de délinquance et plus récemment en tant que gestionnaire de programmes et services de soins de santé de réadaptation. Elle a notamment implanté un nouveau modèle de prestation de soins de santé intégré, axé sur la personne, tout en tenant compte des traumatismes et des différences culturelles de ses patients, et ouvert aussi un service de prévention des surdoses cette année. Donc, bonjour Madame Charette. J'invite aussi maintenant Kevin Doiron, qui est intervenant psychosocial, qui est avec nous. Bonjour. Intervenant psychosocial de première ligne et navigateur santé spécialisé dans la prévention des surdoses et la réduction des méfaits. Donc, pour lui, la réduction des méfaits signifie avant tout réduire la stigmatisation tout en augmentant l'amour et le respect pour chaque individu, et c'est important comme perspective. Il décrit cette approche-là comme une façon d'accueillir les personnes là où elles en sont, sans attente en retour, qui permet à chacun d'être soi-même tout en ayant accès à des soins équitables. Et on va en parler, mais il voit de nombreux obstacles aussi à cette approche-là. J'accueille maintenant Louis-Philippe Gingras, qui est quelque part là-haut. Je ne vous vois pas super bien, on a un éclairage absolument magnifique, mais père aidant en santé mentale depuis 2020. Donc, Louis-Philippe Gingras utilise son vécu expérientiel avec la psychose et le trouble bipolaire depuis plus de 10 ans. Il a été porte-parole pour l'Association québécoise des programmes pour premiers épisodes psychotiques avant d'obtenir son diplôme d'intervention par les pairs et d'œuvrer pour une équipe de soins intensifs dans le milieu. Donc, il insuffle aujourd'hui l'espoir aux personnes soignées dans les unités de traitement et des réadaptations intensives à l'Institut universitaire en santé mentale, en plus de travailler comme consultant pour diverses instances touchant les soins psychiatriques. Donc, bonjour, Monsieur Gingras. J'accueille maintenant Jade Langlois. On a vraiment du beau monde, hein? Infirmière depuis 2013, employée de l'IUSMQ depuis 2014, actuellement étudiante au DESS en intervention dépendance. Elle travaille comme infirmière, intervenante pivot en dépendance, et participe activement depuis plus de 5 ans à l'implantation d'une approche de réduction des méfaits sur une unité d'hospitalisation dédiée à la clientèle CIM et troubles concomitants. Bonjour, Madame Langlois. Et finalement, j'accueille aussi Mario Noël, qui est coordonnateur du Centre L'Entretoit depuis 2016, principalement au point de service Agnès. Donc, il œuvre dans un milieu d'hébergement dédié aux personnes ayant des troubles concomitants
consultant de santé mentale et de toxicomanie active. Il a rejoint l'organisme en 2012 et contribué à transformer le point de service en un environnement sécuritaire qui applique cette approche de réduction des méfaits. Il est passionné par cette approche, comme toutes les personnes qui sont ici d'ailleurs, s'efforce constamment d'améliorer les pratiques de l'équipe en explorant vraiment les meilleures pratiques internationales, en participant à des colloques, en suivant des formations dont il a en gestion des ressources humaines, gestion des services de santé et sociaux, intervention psychosociale, droit social. Il apporte une vision large et s'efforce de vérifier la qualité et la sécurité des services offerts. Je vous rejoins tout de suite à l'avant. Pour poursuivre, le micro est fort. Pour poursuivre notre belle discussion avec chacun d'entre vous, je dois vous répéter, puisque conformément aux règles d'accréditation de cette activité, nos panélistes n'ont aucun conflit d'intérêt réel ou potentiel, sauf peut-être Madame Brouillette, qui c'est censé être écrit à l'écran. Ça s'en vient. Non, même pas. Non, bon, parfait. C'est parfait. On vous croit, on vous fait confiance totalement. J'ai pas plus de détails que ça à vous révéler, mais vous n'êtes sûrement pas une espionne des personnes dont on a parlé tout à l'heure. Écoutez, on va commencer par un petit tour de table avec chacun d'entre vous pour voir chacun, selon votre expérience, votre expertise et votre expérience, comment vous percevez cette approche de réduction des méfaits. On va faire un tour. Écoutez, on va le faire dans ce sens-là. Vous êtes arrivé dans un sens, on va commencer dans l'autre sens. Alors, Kevin, je vais vous appeler par vos prénoms. Je trouve que c'est plus le fun. Hein? Donc, on va commencer avec vous, Kevin. Je pense que vous aviez un texte à lire, donc on va vous écouter lire votre texte. Il n'y a pas de problème. Oui, on peut applaudir. Salut, juste pour dire que je suis un ancien utilisateur de drogue par ingestion, fait que je parle en tant que personne concernée. Bonjour à tous. Avant toute chose, il me semble important de vous partager mon parcours pour vous montrer d'où je parle et pourquoi je tiens à aborder ce sujet avec vous. Je suis avant tout un père aidant. Cette expérience de vie m'a profondément forgé et m'a conduit à devenir aujourd'hui un intervenant psychosocial. Mon expertise s'est construite au fil des années à travers mes propres expériences et mon travail en réduction des méfaits. Ce parcours me permet aujourd'hui de vous parler avec une certaine légitimité, non seulement en tant que professionnel, mais aussi en tant que personne concernée par la réalité que vivent de nombreuses personnes en marge du système. Chaque jour, mes choix ont une importance capitale. Ces décisions peuvent me permettre de maintenir l'équilibre ou de poursuivre mon chemin vers le bien-être ou, au contraire, me conduire à une rechute avec le risque de replonger dans mes souffrances liées à mon trouble concomitant et de retaper des murs pour des services non adaptés en santé mentale et en toxicomanie. Cela dit, je ne souhaite pas entrer dans les détails trop personnels ici, car l'essentiel de mon intervention se concentre sur le professionnel et le collectif. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de vous montrer comment mes expériences m'ont amené à comprendre l'importance de la réduction des méfaits et pourquoi, selon moi, elle est cruciale. À travers tout ce que j'ai vécu, je peux affirmer avec conviction que la réduction des méfaits n'est pas une théorie abstraite. C'est une approche qui fonctionne et j'en suis la preuve vivante. Puisque malgré les obstacles, je suis ici devant vous pour en parler. Cette méthode m'a aidé à survivre et à évoluer, et je sais qu'elle peut être un levier puissant pour d'autres. Et je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux à pouvoir témoigner de son efficacité. Je suis ici aujourd'hui pour partager ma perception de ce qu'est la réduction des méfaits et pour vous expliquer pourquoi elle devrait être intégrée de toute urgence dans nos services sociaux, nos services de santé mentale et en santé générale. Je crois qu'il est primordial que ces services, qui sont censés être des espaces de soins et d'accompagnement, ne deviennent pas des lieux où la stigmatisation, parfois insidieuse, se renforce. Mais pour que cette intégration se fasse correctement, nous devons absolument éviter de reproduire des mécanismes de marginalisation ou d'exclusion. Je vais donc vous exposer comment, selon moi, nous pourrions appliquer la réduction des méfaits de manière à ne pas créer davantage de stigmatisation systémique. Pour moi, la réduction des méfaits est une idée simple. Si on veut réduire les méfaits, il faut augmenter les bienfaits. Je vais vous illustrer cette idée avec 3 exemples concrets qui montrent que des petites adaptations pourraient faire une grande différence dans la vie des personnes que nous souhaitons aider. 1. Fournir du matériel stérile aux personnes utilisatrices de drogue par injectable ou inhalation.
C'est l'un des principes de base de la réduction des méfaits qui consiste à fournir des outils aux personnes pour qu'elles puissent consommer de manière plus sécuritaire. Par exemple, donner du matériel stérile de consommation, des seringues, des pipes ou tout autre équipement nécessaire, ça améliore directement la qualité de vie des personnes UDII, tout en réduisant les risques de transmission d'infections transmissibles sexuellement par le sang, ITSS, comme l'hépatite C ou le VIH. Cela paraît simple et pourtant cette approche est encore trop souvent mal comprise et mal perçue. Fournir ce matériel ne revient pas à encourager la consommation, mais à permettre à des personnes déjà vulnérables de vivre dans des conditions plus sûres. En somme, donner du matériel stérile, c'est augmenter les bienfaits. Cela protège non seulement les individus, mais aussi la communauté dans son ensemble. 2. Créer des conditions hospitalières adaptées aux personnes en situation de dépendance ou vivant avec des troubles liés à la santé mentale. Un autre exemple que je souhaite partager concerne l'accès aux soins pour les personnes dépendantes chroniques. Imaginez un alcoolique chronique en fin de vie gravement malade qui refuse de se rendre à l'hôpital parce qu'il sait qu'il ne pourra pas boire de la bière en salle d'attente. Cela peut vous sembler extrême, mais il reflète une réalité aussi pour nous, les personnes vivant avec un trouble concomitant qui se privent d'être aidées à cause des protocoles infligés qui ne nous conviennent pas. Beaucoup de personnes dépendantes n'accèdent pas aux soins de santé mentale ou physique par crainte des restrictions qu'ils devraient affronter, de l'inconfort ou même pire, du jugement. Serait-il si difficile d'envisager un protocole hospitalier qui prenne en compte ces réalités? Par exemple, offrir de la bière pendant l'attente à une personne alcoolique qui doit être soignée ou administrer une dose de confort à une personne dépendante aux amphétamines ou au crystal meth pour lui permettre d'accéder aux soins malgré son état. Ce sont des petites mesures, mais elles pourraient être la clé pour rendre les soins plus accessibles à des personnes qui, sinon, les refuseraient. Rendre les soins accessibles là où la personne est dans sa vie, c'est augmenter les bienfaits, ce qui réduit automatiquement les méfaits. 3. Laisser les pères aidants jouer pleinement leur rôle. Le troisième exemple que je souhaite aborder concerne la père-aidance. Au fil des dernières années, cette pratique a prouvé son efficacité aussi bien dans le milieu communautaire que dans les structures institutionnelles. Pourtant, il subsiste encore des formes de discrimination à l'égard des pères aidants, particulièrement en ce qui concerne les dossiers judiciaires. Affirmer que les postes de père aidante ne sont accessibles qu'aux personnes n'ayant pas de dossier judiciaire, c'est en réalité une forme de stigmatisation qui va à l'encontre du concept même de la père aidance. Comment pouvons-nous espérer engager des pères aidants dans le milieu comme les prisons ou les maisons de transition si on exige d'eux un casier judiciaire vierge? C'est incohérent et si le crime commis n'a rien à voir avec l'emploi proposé et que la personne en question est dans une démarche de réinsertion, pourquoi ériger des barrières supplémentaires à cette réinsertion? La reconnaissance de l'expérience carcérale, c'est augmenter les bienfaits mais dans les services de santé ou dans les prisons. Reconnaître l'expérience de vie de ces pères aidants est essentiel à leur réinsertion. C'est un atout. Merci. C'est un atout et non un obstacle. Reconnaître et valoriser cette expérience, c'est augmenter les bienfaits. Et donc, ça réduit les méfaits. Ces trois exemples montrent que des ajustements relativement simples pourraient avoir des répercussions positives énormes. Il est plus que temps d'agir. La progression des méfaits ne nous concerne pas seulement en tant qu'individus, elle nous touche collectivement. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette démarche et il est urgent d'agir. Si je suis heureux d'être invité ici à prendre la parole dans ce panel, c'est que ce qui me fait le plus plaisir, c'est de sentir que ma voix est entendue et que mon expérience va être reconnue. La vie est courte et il est essentiel de la vivre pleinement en s'assurant que chacun ait accès aux conditions qui lui permettent de s'épanouir ici maintenant. Augmentons les bienfaits ensemble, soyons responsables, inclusifs, solidaires et mettons fin aux protocoles stigmatisants et ouvrons la voie à des services vraiment adaptés à toutes les réalités. Merci. Wow, merci pour cette présentation. Ça met la barre pas mal haute, hein? Je ne veux pas dire, là, mais c'est ça. On va continuer notre tour de table dans ce sens-là. Toujours un premier tour de table, puis après on discutera de manière un peu plus conviviale. Là. Mario, on va continuer avec vous de votre approche, de votre expérience, de la réduction des méfaits. C'est quoi? Comment vous voyez ça?
Ben, je vois ça comme une approche qui est riche en défis, hein, de toutes sortes, de logistique, de cohabitation avec le voisinage, de concertation aussi avec les différents acteurs. On compose beaucoup avec le syndrome là, du pas dans ma cour qui nous amène là, à redoubler d'efforts puis de vigilance pour en arriver à une cohabitation qui est optimale, efficace pour pouvoir là, continuer là, de fournir là, les services nécessaires là, pour les usagers. Je vois ça vraiment comme une approche qui est en constante évolution, très, très riche en défis, la plus adaptée pour la clientèle en troubles concomitants. D'accord. On va revenir sur les défis, effectivement, Absolument. par la suite, parce que je pense qu'effectivement, oui. On a du choix. Hein? Jade, on va continuer avec vous. Comment vous percevez ça, la réduction des méfaits en milieu de soins en santé mentale? Allô? Oui, ça marche. Oui, c'est fort, ça surprend. Moi, la réduction des méfaits, c'est quelque chose sur lequel, étant infirmière à l'hôpital, donc vraiment sur les étages d'hospitalisation, c'est quelque chose qui est très difficile à introduire à l'intérieur des murs de l'hôpital. Quelque chose sur lequel, moi, je travaille vraiment beaucoup depuis, je ne sais plus combien d'années, mais ça fait quand même 6-7 ans certains. C'est très difficile à introduire, considérant les mentalités qui sont différentes, la méconnaissance des gens, autant des intervenants qui travaillent avec moi, il y a des infirmières, des éducateurs qui me disent « ben là, ils consomment ». Ben oui, il faut travailler avec. On est rendu en 2024, il y en a partout. C'est vraiment quelque chose qui est très présent dans la vie un peu de tout le monde. Depuis la légalisation du cannabis aussi, c'est une gestion qu'on a appris à faire à l'étage aussi. Donc, comment on intègre ça dans le soin, dans le traitement, dans tout ce qui est d'intégrer le patient aussi dans son traitement, de prendre en considération le trouble et non, comme on disait un petit peu plus tôt, là, de séparer oui. le trouble d'utilisation de substances et le trouble de santé mentale qu'on traite. Il faut vraiment essayer de les traiter ensemble, mais c'est quelque chose qui est très difficile à intégrer, mais qui est un très beau défi pour moi, puis c'est une des raisons pour laquelle je suis... Vous y croyez, non? Oui, oui, vraiment. Vraiment, oui. Louis-Philippe, on poursuit avec vous. Oui, ben, je vais vraiment continuer dans la même lignée sur les obstacles. Moi, j'ai travaillé comme... Oui. Je vais parler surtout de mon vécu comme intervenant. Moi, je suis père aidant depuis 3 ans et demi. J'ai travaillé 3 ans en équipe SIM, donc suivi intensif en communauté, où les gens payent un loyer ou un lieu où vivre. Puis dans ce contexte-là, c'était vraiment plus facile versus maintenant où je travaille en milieu hospitalier aux unités de traitement et réadaptation intensive, les UTRI à l'Institut de santé mentale. C'est difficile de travailler dans un endroit où les gens n'ont pas de lieu où consommer, premièrement, ou est-ce que il y a souvent des intervenants qui sont super allumés sur la réduction des méfaits, qui font des plans de consommation de drogue ou d'alcool avec les personnes. Mais après ça, les gens sont autonomes puis doivent consommer dans la rue. Ça amène un paquet de situations, des altérations avec la police. On pourrait en parler plus tard de ce genre d'obstacles-là, mais aussi le fait de ne pas pouvoir garder de la drogue, même légale comme du pot, sur les hôpitaux. Voilà, je sais qu'il y a des projets qui sont en cours, mais à l'instant même, c'est vraiment difficile de faire des plans de réduction des méfaits dans un endroit très cadré, voilà, que moi j'ai connu, qui est les hôpitaux en psychiatrie. Puis l'autre gros défi qu'il va falloir qu'on parle aussi, c'est le temps des intervenants, le fait de... dans la situation actuelle d'austérité qu'on peut nommer. Moins qu'il y a d'intervenants, moins qu'il y a de temps pour pouvoir bien appliquer parce que c'est une approche qui demande du temps, de l'énergie, de la compréhension un peu plus profonde que simplement de dire à quelqu'un arrête de consommer. Ouais. Fait que, voilà. D'accord. Amé, on passe à vous.
C'est sûr que moi, à titre de conseillère, on m'appelle quand ça devient insoutenable. Fait que j'arrive après tout ça. Puis ce que je vois le plus souvent, c'est les limites d'équipes qui ont l'expertise, qui souhaitent mettre en place tout ce qui est réduction des méfaits, mais qui arrivent aux limites possibles compte tenu de l'organisation du soin, les restrictions, qu'elles soient juridiques ou peu importe. Donc, puis j'amènerais aussi, là, on parle d'unité de soins santé mentale, mais j'amènerais que aussi, mais ce qu'on voit beaucoup, c'est les problématiques pour des milieux qui n'ont pas cette expertise de réduction des méfaits. Puis qui reçoivent de plus en plus une clientèle avec des troubles concomitants. Là, le meilleur exemple, ce sont les CHSLD. Donc, ça fait des petits, puis des fois, les petits sont difficiles à assumer. C'est sûr que la réduction des méfaits, on l'a vu, hein, ça implique une tolérance face à des écarts de ce qu'on voit habituellement, de ce qui est socialement ou moralement accepté. Donc, inévitablement, ça amène des enjeux quand on arrive au bout de ce qu'on est capable de faire. Fait que par le temps que moi, on m'appelle, la question, c'est souvent, bien, on n'est pas déjà au minimum acceptable. Est-ce que la balance des torts et des bénéfices, elle est encore favorable? Est-ce qu'on continue dans cette direction-là? Les grands enjeux éthiques là, sont toujours autour de 3 grandes valeurs. Là, c'est l'autonomie. Comment je soutiens ma personne avec un trouble concomitant pour qu'elle puisse vivre de la façon dont elle le veut, mais au sein d'une unité de soins, d'une société, d'un groupe ou peu importe. Donc, comment je respecte de part et d'autre. Donc, comment je respecte son autonomie à elle, tout en n'acceptant pas l'inacceptable à un moment donné. Fait que je ne veux pas être déprimante. Hein? On y croit, mais à un moment donné, ça devient difficile. Puis encore là, c'est la perspective parce qu'on m'appelle quand c'est rendu insoutenable. Mais aussi beaucoup la question du consentement. Hein. C'est quoi un consentement pour une personne qui rentre sur une unité de soins? C'est un grand moment de vulnérabilité, une déstabilisation complète. On l'a vu, on leur demande de grands écarts. Donc, comment est-ce que je peux soutenir un consentement libre, malgré tout ça, éclairé, avec les risques que ça va amener? Donc, c'est vraiment les enjeux auxquels je suis confrontée. Tous les enjeux de sécurité, bien entendu, hein, on vise à améliorer la sécurité, mais en même temps, on se demande est-ce qu'on la favorise, cette sécurité-là, pour la personne avec des troubles concomitants, ou au contraire, est-ce qu'on la vulnérabilise par rapport à ça? Puis quels sont les risques pour elle, mais aussi pour les autres autour. Donc, oui, le pas dans ma cour, mais en même temps, on l'a vu, il y a des difficultés de cohabitation qui sont quand même légitimes à certains égards. Donc, comment on rallie ces deux réalités-là et besoins-là? Puis au final, bien, ça interpelle les responsabilités. Puis souvent, oui, encore beaucoup la responsabilité déontologique. Pour plusieurs équipes, elles se retrouvent quand même en porte-à-faux avec leurs obligations, ou en tout cas, elles ont l'impression d'être en porte-à-faux avec leurs obligations déontologiques. Puis aussi même leurs obligations humaines. Hein. C'est difficile des fois de voir où cette personne-là peut être rendue, comment on pensait pouvoir l'aider davantage à nos yeux, mais que ça ne correspond pas à ce qu'elle choisit à ce moment-ci de sa vie. Donc, pour les équipes, il y a beaucoup, moi j'appelle ça le grand écart avec leur bonne pratique scientifique et humaine. Pour les gestionnaires aussi, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que pour ces équipes-là, malgré qu'elles y croient fondamentalement, ça amène beaucoup de détresse éthique. Au quotidien, ça devient usant quelquefois. Donc, chapeau. Pour les gestionnaires, c'est aussi toute la gestion des plaintes. Hein, lorsqu'on est en cohabitation, qu'on est justement à s'écarter de ce qu'on fait habituellement, ou qu'on tente de le faire, ou qu'on ne peut pas le faire. C'est la gestion des plaintes de tout un chacun qui croit que ses droits sont lésés, tant pour la personne avec des troubles concomitants que pour celle qui est pour un autre épisode de soins. Puis de plus en plus, malheureusement, tout le risque médiatique qui vient influencer, malheureusement. Donc, tout ce beau monde-là, en fait, on est assis ensemble et on se demande, est-ce qu'on fait plus de tort que de bien, rendu là, des fois? Des bonnes questions. Karine, on continue avec vous. Bien, comme infirmière, pour moi, la réduction des méfaits, ça fait toujours un sens. Cliniquement parlant, on le voit très bien que les besoins de nos patients, bien, ça fait partie de leur continuum normal, la rechute, la consommation. Donc, pour moi, ça a toujours été normal. Ça a toujours été une option à envisager. Donc, j'y croyais et j'y crois toujours comme gestionnaire, bien évidemment.
Maintenant, la réduction des méfaits en milieu correctionnel, parce que c'est vraiment ça. Bon, on va en parler un petit peu plus tard, mais tu sais, il y a des défis, clairement. Il y a des barrières, des contraintes qu'on a dû, évidemment, outrepasser, mettre beaucoup d'efforts. Mais ceci dit, c'est le reflet de la société. La clientèle qu'on a, c'est exactement ce qui se passe en société. Donc, à un moment donné, il faut parler de l'éléphant blanc dans la pièce. Il faut avoir le courage de voir les choses, de les adresser également. Donc, clairement, le Service correctionnel du Canada avait la volonté de modifier un peu son approche de réduction de méfaits pour l'aligner sur la stratégie canadienne également, puis de faire sa part, parce que les besoins étaient flagrants, ils étaient présents. Donc, je pense que ça va être super intéressant de voir un peu dans chacun des milieux comment les barrières se sont présentées. Ça devrait être similaire, quoique un peu différent. Nous, au niveau de la réduction des méfaits en milieu correctionnel, on a eu des barrières qui ont été rencontrées tant vues du point de vue des patients, mais que des professionnels de la santé, hein, donc les services de santé en milieu correctionnel, mais également parmi nos autres intervenants qui sont des non-professionnels de la santé. On va parler, par exemple, des agents correctionnels ou des agents de libération conditionnelle. Il a vraiment fallu se poser, entendre des préoccupations, essayer de vraiment les intégrer leurs préoccupations, les adresser, puis accepter le fait que, comme gestionnaire, on ne visera pas nécessairement la performance à tout prix. On va peut-être ralentir le rythme un peu, puis prendre le temps de s'occuper des humains qui vont devoir s'occuper des humains par après. Donc, ça va être vraiment de leur laisser le temps de changer, d'accepter que ça devienne une certaine normalité, que dans un milieu où les substances sont interdites, hein, n'est-ce pas? Mais en même temps, elles sont présentes. Donc, il y a un paradoxe qui est présent. Comment on peut en parler de ce paradoxe-là? Comment on peut voir les choses un peu différemment? Comment on peut comprendre que, oui, il y a des gens qui font le trafic, mais il y a des gens qui sont consommateurs, puis que c'est vraiment un problème de santé, puis de le voir et de le percevoir comme un problème de santé, de l'accepter. Fait que ça a été plus ça, je vous dirais, qu'on a mis en avant-plan dans les dernières années. D'accord, oui. Donc, on le voit, les défis, vous avez déjà commencé chacun à parler un peu de défis qui se passent à plein de niveaux différents, hein, que ce soit, on le voit des fois, des défis des personnes elles-mêmes dans leurs propres valeurs, leur expérience, leur connaissance, leur capacité à agir, la gestion qu'il y a autour d'eux, les protocoles, la déontologie, l'organisation, le manque de ressources, tout ça, ça fait comme une espèce de grosse marmite, là. Comment on attaque la marmite? Puis qu'est-ce qui vous semble le plus prioritaire? J'ai envie de commencer avec ça. Puis on va recommencer avec vous, Kevin, parce que vous nous avez livré un super discours, mais je veux vraiment vous entendre sur qu'est-ce qui, dans tout ce que vous nous avez dit, qui vous semble intéressant, c'est quoi l'obstacle? Là, si vous aviez une baguette magique là, pour attaquer un obstacle, là. L'obstacle, c'est les lois et les protocoles, dans le fond, présentement, qui doit être brisé parce que cette approche-là ne fonctionne pas. La réduction des méfaits a fait ses preuves. Puis même dans les milieux carcérales, il y avait le projet qui s'appelait Option Vie avant. C'était des lifers, des personnes qui faisaient des sentences vie qui étaient sorties en réinsertion, puis qui avaient un processus aussi, un background d'intervenant. Puis les gens qui avaient des sentences vie, avaient le background intervenant, allaient travailler dans les pénitenciers, puis ils sortaient genre pour des sorties de libération, comme une sortie dans un meeting ou des trucs de même, aller voir la famille ou un funérail. Mais ils pouvaient aller avec Option Vie avec un autre lifer, fait que c'était moins stigmatisant puis difficile pour la personne qui a passé genre comme 20 ans dedans de sortir dehors puis faire face à la société qui a tellement changé depuis, tu sais. Puis ça, c'est juste des petits détails, mais ça avait été arrêté, je pense, avec les conservateurs, c'est ça? Puis là, c'est ça, là. Faut pas voter conservateur. Ça, le blocage. Et il est possible que le message revienne à plusieurs moments dans la journée. Il y a 700 personnes qui sont présentes, donc c'est déjà 700 peut-être potentiellement personnes sensibles à votre message. Je vous invite à réagir là, notamment Karine, vous avez été interpellée là directement là par ce que dit Kevin. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est certain qu'une des barrières, j'en aurais parlé rendu à mon tour de table, mais je vais l'aborder ici si vous me l'avez permis. C'est sûr que nos clients retournent en société. Hein? On croit à la réhabilitation, on croit que l'humain est capable d'évoluer, évidemment, et toute la remise en liberté, toute la planification, c'est un enjeu crucial. Puis, tu sais, je vais remercier aujourd'hui, je ne sais pas si tous nos partenaires sont assis ici dans la salle ou peut-être en virtuel, mais nous, on n'aurait pas réussi, je pense, sans l'appui des partenaires experts de la collectivité. Je pense à Martin Pagé avec Dopamine, Cactus. Je suis désolée, je ne vais pas vous oublier non plus, Spectre de rue, Nomade également. Les experts, là, c'est Martin Pagé qui avait dit ça la première fois, c'est nos patients. Et c'est vrai. Donc, à un certain moment donné, il faut avoir l'humilité de reconnaître que c'est pas nous les experts en réduction des méfaits. Il faut écouter nos patients, puis il faut les laisser nous apprendre des choses aussi. Donc, ça a été un peu ça. Puis, parler de planification de mise en liberté, parce que je pense que vous l'avez abordé un petit peu tout à l'heure à votre parole. Non, il y a des incohérences qui existent encore dans nos politiques. Il y a l'accès aux services de santé, aux ressources, est pas encore parfaitement fluide. Hein? Donc, il y en a des défis là aussi également. Donc, on n'est pas toujours capable d'offrir les services au bon moment. Puis partout, hein, c'est inégal à travers la province du Québec. Donc, quand on remet des patients en liberté à Montréal, qui sont actuellement dans une phase active de consommation, bien, il y a des ressources qui ont cette expertise-là, qui sont très bien ancrées et connues. Par contre, quand on remet en liberté dans une communauté plus éloignée, ces ressources-là sont méconnues. Fait que nous aussi, on a dû créer ces partenariats, mettre de l'emphase un petit peu là-dessus pour mieux soutenir nos patients, parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils se réhabilitent, qu'ils ne reviennent pas en milieu correctionnel, mais surtout qu'ils aient une meilleure santé quand ils ressortent, puis qu'ils adoptent des meilleures habitudes de vie. Mais ça ne veut pas dire que ça va être l'abstinence à tout prix. Donc, c'est un peu ça qu'il faut... fait que oui, il y a des groupes, il y a des bénévoles qui travaillent avec les services correctionnels, puis on continue d'avoir ce partenariat avec une multitude de bénévoles également. Mais je pense que le service correctionnel avait la volonté de lui-même modifier ses pratiques, mettre l'emphase sur la mise en liberté, que ça fasse un petit peu plus de sens, puis qu'il y ait plus de partenaires, de ressources, un arrimage un peu plus évident, je dirais. OK, d'accord. Quelqu'un veut réagir? Je vous ai vu opiner à plusieurs reprises, un peu tout le monde ici. Oui, Louis-Philippe? Ben, on parle de support après l'incarcération. Il y a aussi, puis moi je parlais du milieu hospitalier. Il faut un support, puis je pense que c'est là qu'il faut vraiment investir le plus, c'est le support après les périodes vraiment difficiles comme une hospitalisation, une incarcération. Où moi, j'ai été chanceux. J'ai eu un suivi pendant 6 ans avec une équipe qui s'appelle le premier épisode de Psychotique. Je salue d'ailleurs mon ancien travailleur social que j'ai croisé tantôt. J'ai été chanceux, puis ça a fait vraiment une énorme différence. Moi, c'était pas au niveau d'un trouble concomitant que j'étais suivi, c'est au niveau de la psychose, mais je pense que vraiment pour les personnes qui ont un trouble concomitant, dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est ça, ça prend des équipes, qui ont, puis je le répète, qui ont du temps. C'est l'approche des réductions des méfaits. Faut bien comprendre, je pense, comme toute la complexité d'un individu, puis les raisons qui poussent la personne à le faire. C'est quoi les méfaits, c'est quoi les bienfaits? Kevin tantôt parlait qu'il faut augmenter les bienfaits, comme pourquoi la personne consomme, oui. Qu'est-ce qui pousse la personne à le faire, puis comment on peut le faire pour qu'il y ait plus de bienfaits que de méfaits. Fait que voilà, ça prend du temps, ça prend des équipes qui sont pas brûlées. Oui. On parle mais c'est aussi... Je croise plein de gens que je voyais sur les lignes de piquetage il n'y a pas si longtemps que ça. On parlait d'équipes brûlées, de membres du personnel qui sont brûlés. Oui, il y a eu des augmentations de salaire, mais il reste quand même que les équipes sont de plus en plus brûlées, puis ça rend difficile l'application de beaucoup de ces beaux principes-là dont on parle. Ouais. Ben, je comprends. Puis si on veut prendre une vision un peu pragmatique, là, en se disant, bon, elles sont brûlées, on ne va pas les débrûler demain matin. Mais ce que je comprends de ce que vous dites, c'est qu'agir à certains moments, prioriser en fait des moments qui sont particulièrement cruciaux, après l'incarcération, après une hospitalisation, c'est vraiment là qu'on devrait mettre le plus gros effort, en fait.
dans un premier temps, si on a le choix? Si on c'est doit sûr que choisir. Je ne suis pas en train de dire d'enlever les gens, les intervenants des hôpitaux aussi. Je Non, pense non, que non. pendant l'hospitalisation, il faut des gens. Même s'il y a des moments où est-ce que je trouve que il y a beaucoup de choses dans les hôpitaux psychiatriques qui appartiennent au passé, reste quand même que quand les gens sont dans la crise, puis on pourra parler aussi de la prévention, où est-ce qu'il peut y avoir vraiment beaucoup d'efforts mis, mais c'est sûr que je sais qu'au niveau des psychoses, plus la psychose est traitée rapidement, Oui. plus il y a de chances qu'il n'y ait pas de rechute. Donc, effectivement, c'est un des moments où la personne a besoin d'un support. C'est pas parce qu'on est retourné dans la communauté qu'on est guéri. On parle plus de rétablissement dans le milieu des parents aidants. On parle plus de rétablissement que de guérison, même si certaines personnes utilisent ce mot-là. Moi, je trouve que, plus on peut avoir un accompagnement à long terme jusqu'à accompagner la personne à être plus autonome, plus on a de chances que la personne soit fonctionnelle. Oui, tout à fait. Jade, je vous ai vu opiner aussi. Vous parlez de pendant l'hospitalisation. En fait, là, puis ça me fait beaucoup rire parce que ma clientèle est majoritairement des patients CIM. Fait que, ça n'a aucune importance, là, c'est pas ça le truc, mais c'est, nous, on voit souvent des choses qui commencent à être travaillées avec les intervenants des équipes externes, donc les intervenants des équipes CIM, qui commencent un peu à travailler des choses dans les milieux de vie des patients. Ils viennent à l'hôpital, on essaie de continuer quand même de travailler avec la réduction des méfaits, de leur instaurer une consommation qui va diminuer le retour aux hospitalisations, le fait qu'ils perdent leur milieu de vie, qu'il faut les... Puis là où moi, je le constate quand même assez régulièrement, c'est souvent le retour après, dans les milieux externes, où est-ce que, quand on fait des demandes, des fois pour des suivis, est-ce que le patient consomme? Oui. Oui. Et ils sont refusés. Donc, moi, ça, c'est vraiment quelque chose. Puis, tu sais, on travaille, les patients retournent avec leurs équipes externes, avec leur suivi. On leur offre souvent, tu sais, des suivis, soit avec le CRDQ, des choses comme ça. Mais des fois, tu sais, il y a des délais aussi d'accès au service. Hein. Souvent, on parle d'une fenêtre d'opportunité si la personne nous dit, ben oui, tu sais, là, effectivement, je suis prêt, je me rends compte que, bon, tu sais, j'ai fait des mauvais choix, ça m'a mis un peu dans le pétrin. Mais là, on a les délais d'accès à certains services qui deviennent un peu plus longs et on veut les envoyer dans des milieux où est-ce qu'on sait que ça va être sécuritaire pour eux, mais dès qu'on va nommer que la personne consomme, même si la consommation n'engendre pas de problème de comportement, parce qu'il y en a qui sont capables de consommer et de ne pas se désorganiser, de ne pas n'en devenir agressif, par exemple, des choses comme ça. Puis ça, c'est quelque chose que nous, on travaille énormément à l'étage dans la réduction des méfaits. Mais ils sont refusés. Fait que là, on leur met encore quelque chose qui amène un espèce de sentiment d'échec, de rejet, d'inacceptation, de jugement, et ainsi de suite. Mais c'est beaucoup, des fois, je crois, par un manque de connaissances, d'intervention. Les gens sont moins formés, des fois, dans ces types de ressources-là. Mais ça, c'est quelque chose que nous, on voit beaucoup à l'étage avant que les gens ressortent dans les milieux externes. Ami, est-ce qu'il y a un questionnement éthique autour de ces protocoles qui se fait? Parce qu'effectivement, ça n'a comme aucun bon sens, là. Mais c'est drôle parce que... Qui se pose la question? Puis est-ce que c'est pointé comme problématique? Oui, c'est drôle. Si mes collègues étaient ici, ils diraient, bon, tu vas ressortir ta petite phrase typique. Là. Je dis toujours qu'on arrive quand on va essayer de jouer du coude dans nos normes, quand on va essayer de les questionner, de les remettre en question. Puis, on en voit des initiatives quand même là, de favoriser la consommation sur des unités, ces choses-là. On voit aussi beaucoup plus l'idée de faire rentrer un carré dans un cercle ou un cercle dans un carré. On voit quand même plus d'ouverture. On a beaucoup chialé avec l'avènement des grandes organisations comme les SUS et les CIS, mais je trouve qu'il y a quand même plus de facilité à faire tomber certaines barrières ou à prendre le téléphone puis à parler à quelqu'un. Ou encore, souvent, ce qu'on va leur dire, nous, c'est « il ne tombera pas dans une craque, là, parce que la craque est encore dans ton CIUS ou est encore dans ton CIS. » Fait que tu as le choix.
tu as le choix de le ramasser dans la craque. Mais... Ou de boucher la craque. Ouais. Donc, je pense, moi, je suis optimiste. Je pense qu'il y a une amélioration très lente d'une remise en question. Tu sais, de toutes ces règles-là. Par contre, c'est certain, on l'a vu, là, juste le juridique ne changeant pas, ben on est limité. Bon, là, oui, on peut demander des demandes d'exemption, des petites choses comme ça. Mais, puis je pense qu'on voit beaucoup plus maintenant la notion de rétablissement, comme tu l'as amené. Puis le rétablissement, il n'est pas linéaire. Il fait des allers-retours, c'est des pas de danse. Et la fluidité, justement, est encore boiteuse, je pourrais dire. Mais les gens font des efforts. Il y a le déploiement de nouveaux programmes qui sont plus accessibles, plus rapidement. Puis, moi, j'ai de l'espoir. Bon. Mario, peut-être? Oui. Oui, de l'espoir. Oui, c'est sur quel clou il faut taper pour faire rentrer les ronds dans les carrés? L'accessibilité aux services, vraiment, à plusieurs niveaux. Moi, j'ai trouvé que ça s'est beaucoup dégradé dans les dernières années. Je vous parlerai de suivi au niveau de la toxicomanie, par exemple, auprès des usagers. À une certaine époque, c'était quelque chose qui était beaucoup plus accessible. Maintenant, on est un peu dans une perception où on met des bâtons dans les roues aux usagers qui veulent bénéficier de ces services-là. On va exiger de s'inscrire maintenant, de participer à des groupes. Ça semble un peu démesuré comme attente auprès d'une clientèle qui est très souvent dans le moment présent, qui ont de la difficulté à prévoir demain, d'aller prévoir une série de rendez-vous, des groupes sur 10 séances. C'est peut-être un peu irréaliste là, comme attente là, auprès des usagers. Moi, dans mon milieu, j'ai vu, avec ces changements-là, une diminution drastique là, quand l'accessibilité elle était beaucoup plus grande. On avait un ratio d'à peu près 50% de nos usagers qui avaient un suivi au niveau de la toxicomanie. Maintenant, 0. Donc, il y a beaucoup d'obstacles pour avoir accès aux services. Au niveau également là, de dépistage des ITSS, c'est extrêmement difficile avec les usagers qu'on accueille de les mener à bénéficier de ces services-là. Quand on tente de faire venir le service aux usagers, c'est un combat de longue haleine. Là. Parfois, on réussit, mais pas toujours. Faut s'allier là, de partenaires qui sont magnifiques, là, ceux qui peuvent donner un coup de main dans cette lignée-là. Sinon, aussi de se prévaloir de certaines couvertures qui peuvent être garanties par la RAMQ. Combien d'usagers dénutris je rencontre, et c'est si compliqué d'obtenir une couverture pour de l'anxure, pour des gens qui consomment des stimulants, qui n'ont pas d'appétit, qui sont complètement dénutris. Et malheureusement, on se bute à des portes fermées. On se fait répondre que le mandat des équipes traitantes est la santé mentale et non pas la santé physique. Et là, on se lance la balle et on se retrouve dans des impasses très régulièrement, que ce soit pour ça, de la malnutrition ou des gens qui ont des abcès, par exemple, dus à leur consommation. Multitude de problématiques physiques qui, malheureusement, tombent entre deux chaises, qui souvent, on se renvoie la balle, c'est ignoré. Il faut vraiment débattre là, les points pour avoir accès à des services. Alors, oui, vraiment un meilleur accès aux services. Là. Kevin, je vous ai vu opiner, là. Est-ce que... Parce qu'il y a comme un paradoxe. On a l'impression... On a vu comment cette approche de réduction des méfaits a fait quand même déjà du chemin. Mais en même temps, on a l'impression que ça se dégrade. C'est quoi, Kevin, de votre expérience? On va vers quoi? C'est justement ce que je pensais en entendant ça, dans le fond. Puis, ça fait quand même quelques années que je suis dans le domaine de l'intervention en première ligne, puis en réduction des méfaits. Puis même, je pense que tous les organismes qui travaillent en réduction des méfaits dans la salle pourraient confirmer que la progression des méfaits dans les dernières années, ça a augmenté, ça augmente à grande échelle puis rapidement. Genre le nombre de surdoses, le nombre de drogues contaminées, les services de santé qui détériorent, autant en santé mentale que physique. La progression des méfaits va tellement rapidement qu'il faut absolument augmenter les bienfaits plus rapidement aussi. T'sais. Fait que c'est comme qu'ils l'ont dit tantôt, s'il y a 700 personnes qui sont prêtes à changer les choses, déjà là, on commence à faire quelque chose. T'sais.
je sais pas tous les obstacles qu'on doit passer pour arriver à monter les bienfaits, mais je pense que c'est urgent, c'est criant, puis faut aller. C'est comme les loyers, puis c'est comme l'inflation, puis les salaires. L'inflation elle augmente plus vite que les salaires augmentent, on va se le dire. Moi, je suis un intervenant, puis je suis un père à la base, puis je suis engagé pour mon expérience de vie, puis mon expérience de terrain. Puis même encore aujourd'hui, j'ai 5 jours de maladie par année, mais j'ai pas le droit à avoir aussi une thérapie payée si jamais que je rechute ou whatever. J'ai pas ces assurances-là. Mais si je serais sur l'aide sociale, je pourrais l'avoir, par exemple. Fait qu'on n'encourage pas la réinsertion. On n'encourage pas la réinsertion. T'sais. Les gens, au moins, une chance que j'ai trouvé des outils pour moi-même me rétablir. Parce que j'ai un recul maintenant sur l'ingestion. J'ai un recul, je fais des va-et-vient dans ma vie, je fais des rechutes, là. Mais quand je rechute, je me retrouve seul parce que je trouve que les services sont pas adaptés pour moi. Fait que c'est ça. Vous vouliez ajouter quelque chose? Bien, je pense que ce qu'on doit retenir de ce qu'on entend, c'est pas linéaire, hein, le parcours, puis il n'est pas le même pour tout le monde. Fait que, tu sais, je pense que c'est important de miser sur d'offrir plusieurs services différents pour que ça fasse du sens peut-être pour le patient, puis qu'il puisse avoir un choix qui va lui correspondre, qui va l'interpeller. Tu sais, si je regarde un peu avec le service correctionnel, à la base, ça fait des années et des années, là, bien avant 2000, je dirais quoi, 2007, 2008, quand je suis arrivée au Service correctionnel du Canada, le traitement d'agonistes des opiacés était déjà implanté. Donc, c'était la méthadone à ce moment-là. Ça a continué d'évoluer. On est rendu maintenant en 2024, depuis quelques années, avec Suboxone, méthadone, Sublocade maintenant. Oui, on a offert des groupes de soutien par groupe, par paire également, sur plusieurs semaines. Pour certains, ça faisait plein de sens, puis ils ont vraiment super bien participé puis adhéré. Les données nous ont démontré que ça a été quand même un franc succès, en tout cas tout le moins à l'établissement Drummond. Ceci dit, c'était insuffisant. Hein? Il y avait encore les statistiques nous montraient que, on avait encore place à l'amélioration. Donc, je pense que le service a décidé en 2018 d'ouvrir un programme d'échange de seringues dans les prisons, qui est encore, qui a continué de se développer également. Puis, il a obtenu son exemption en 2019 pour ouvrir un service de prévention des surdoses. Donc, oui, à l'établissement Drummond, on l'a ouvert en mars 2024, mais il reste que John Miller a ouvert son premier service de prévention des surdoses en 2019. Donc, on est rendu actuellement au Canada environ 5 sites dans tous les pénitenciers du Canada à avoir son site. Par contre, l'établissement Drummond, c'est le seul site au Québec. Donc, je pense que d'instaurer plusieurs programmes, puis la volonté, c'est clairement de mettre des programmes partout dans tous les pénitenciers pour justement élargir l'ordre de service. Donc, je pense qu'on va être quand même bien positionné pour répondre à ça, mais effectivement, en collectivité, il va falloir travailler. Je pense que le gros défi, c'est d'arrimer ça avec la collectivité, puis qu'on puisse avoir cette offre de service-là un petit peu partout, je pense. D'accord. On va passer une période des questions. Je sais que vous avez tous envie de réagir. On fera un petit tour de table après, mais j'aimerais ça entendre aussi des gens dans la salle et en ligne. Donc, je vous invite à venir au micro, toujours idéalement en vous présentant d'abord, puis avec un préambule pas trop long pour laisser le maximum de place à nos intervenants pour répondre. Donc, allons-y avec vous, monsieur. Bonjour tout le monde. Alexandre Dersu-McConnell pour le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal. Donc, ma question s'adresse à les gens de l'éthique, dans le fond. Annie, ouais. Donc, moi, je suis en réadaptation externe depuis environ 10 ans. Donc, j'ai eu des moments d'espoir, des moments de désespoir à force de côtoyer toutes ces horreurs-là, puis de me buter à des lois, des processus, plein de choses. Donc maintenant, le CIUS nous appelle les agents de relations humaines. Je trouve ça très sympathique. Mais ma question est là-dessus. Non, mais oui. La question, c'est... Moi, je me considère avec la nouvelle loi sur l'accompagnement en fin de vie. On est souvent
témoin de la fin de vie des gens qui sont alcooliques ou des gens qui... J'utilise plus ce terme-là, mais bref. Je me considère plus comme une doula d'accompagnement de fin de vie que travailleur social, parce que c'est ça un peu, entre l'urgence, entre ci, entre ça. Puis je finis en parlant de Caillouche, un très grand chansonnier, il est mort cette année. Puis il y a eu, justement, je pense, recours à l'accompagnement de fin de vie, parce que j'imagine que ça ne tentait pas de rester à l'hôpital, puis qu'il préférait boire de la bière, de la bonne alpine. Shout-out à Caillouche, puis tous les gens qui travaillent en réduction des méfaits. Puis votre question, est-ce que c'est... Vous voulez, c'est juste un témoignage, vous avez vraiment une question? Mais non, la question, je viens de la poser, c'est est-ce que la loi va nous aider dans notre travail? Une loi comme accompagner les gens en fin de vie, c'est quelque chose qui va nous aider pour les services, pour l'humanité de ce qu'on offre aux gens, parce que ça fait partie des soins hospitaliers, puis ça fait partie de la rue. Donc, mourir, il faut en parler, puis c'est sur ce que s'adresse ma question. L'accompagnement en fin de vie. Merci. Quand tu parles d'accompagnement en fin de vie, tu ne parles pas d'aide médicale à mourir. Là. Tu parles vraiment de tout l'accompagnement. Ben, l'aide médicale à mourir, c'est que c'est la nouvelle chose qui est une loi. Une des nouvelles choses. Une des nouvelles choses. Hein? Parce que ça fait partie de la loi sur les soins palliatifs et de fin de vie. Les gens l'oublient. Là. Fait que, comme on dit, il faut jouer du coude un peu partout, finalement. Une autre zone où il manque des services, effectivement, où l'accès n'est pas toujours facile. Bien, je suis... En fait, ça ouvre tellement de fenêtres dans ma tête. J'essaie de trouver laquelle je vais prendre. Je trouve triste, en fait, qu'on soit à se poser cette question-là, parce que toute fin de vie, que tu sois consommateur de drogue, d'alcool ou peu importe, c'est une fin de vie, c'est une étape tellement fondamentale comme société qu'on a évacuée malheureusement, là. Puis qu'on va peut-être y revenir. Je pense qu'on sent que les gens en parlent un petit peu plus. C'est probablement l'aspect positif de l'aide médicale à mourir, ça oblige les gens à en parler. Puis là, je pense que c'est vraiment l'endroit où, c'est probablement ce que tu notes à tous les jours, là, mais c'est vraiment l'endroit où probablement que les petites cases sont encore très séparées. Si tu es en fin de vie, tu ne peux pas être en trouble concomitant. Puis si tu es en trouble concomitant, ben, je ne sais pas, là, on s'attend à ce que tu disparaisses. Puis loger ces personnes-là, c'est... Il faut des fois parler à plein de gestionnaires de CHSLD, puis tout le monde, le critère d'exclusion. Oui, effectivement. Puis, donc, la question des critères d'exclusion, autrement dit, elle est quand même cruciale. Là. Bien, en fait, c'est que par défaut, le seul critère qui va être retenu pour t'inclure, c'est que tu serais en fin de vie, mais on va exclure ton critère que tu as des troubles concomitants, puis on ne va pas répondre autant à cet aspect-là, là, effectivement. Puis en fait, tu m'ouvres tout un pan de réflexion. On n'a pas de demande par rapport à ça. Faites-en. Faites-en. Très intéressant. On va aller jouer du coude dans nos normes. Ben, c'est bon parce que ça montre à quel point c'est un travail d'équipe. Hein? Oui. Que les différents intervenants, chacun de votre point de vue, d'où l'importance d'une journée comme ça aussi, là. Je reviens au message de tout à l'heure. Si chacun, après cette journée-là, peut faire un tout petit bout pour essayer de combattre un obstacle, on voit comment c'est un travail d'équipe. On vous écoute pour votre question, madame, en vous présentant. Bonjour, mon nom c'est Alicia. Je suis présentement à Métadame. Puis, dans le fond, Parlez bien dans le micro parce qu'on ne vous entend pas bien. Vous pouvez le baisser un peu. Ouais. Mon nom c'est Alicia. Je suis à Métadame actuellement. Puis là, je viens parler un peu de mes réflexions suite à l'avant-midi, en fait, qui a brassé beaucoup de choses en moi aussi durant les 13 dernières années aussi où j'ai été à Spec de rue. Donc, j'ai été impliquée aussi dans l'implantation des salles de consommation notamment. Mais ça m'a ramené à l'été passé où est-ce que, juste un peu avant la dernière édition du CSCT, où on parlait de comment prendre soin de nos intervenants. Un peu avant, à l'été, j'essayais de toute forme d'avoir des communications avec un hôpital très proche. Et on s'est assis ensemble pour se rendre compte aussi, on avait des attentes d'un côté puis de l'autre. Puis j'aimerais, en tout cas dans cet avant-midi, au lieu d'être divisé aussi dans nos enjeux puis les constats qu'on a
de peut-être réfléchir à comment est-ce qu'on peut se reconnecter à nos possibilités à travers des alliances, pas juste de nos savoirs, mais aussi au niveau politique, tu sais, le cran de plus. On parle d'effort continu, mais il ne faut pas avoir l'effort continu dans le même radeau, tu sais. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Puis, justement, le lien avec ma petite histoire de rencontre, c'est qu'on s'est assis, puis on a constaté que des deux côtés, on est épuisés. On a envie de travailler des choses ensemble, mais si on se ramène à une diapositive qui est passée extrêmement rapide sur le contenu, justement, des drogues sur la rue actuellement, bien, au niveau du réseau de la santé, c'est la première fois où est-ce que j'étais confrontée à la difficulté des intervenants dans le réseau de la santé, notamment des urgences, où est-ce que maintenant aussi le traitement doit être plus fort parce que les drogues sont plus fortes. Puis quand on parle de consentement, d'essayer de travailler avec la personne, où est-ce qu'elle est rendue, c'est comme pas possible. Il y a des grosses difficultés. Je vous interromps juste une seconde parce que il y a pas mal de monde, donc essayez si c'est possible, de resserrer vos interventions. Est-ce que vous avez une question? C'est intéressant que vous fassiez part de votre expertise, puis je pense de vos expériences aussi. Fait que dans cette lignée, il y avait justement l'intervention où on parle de faire le choix entre les intervenants qui sont épuisés puis un choix à faire au niveau systémique. Comment est-ce que ça peut devenir un choix alors que pour moi, c'est clairement le résultat de quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'alignement de nos actions? Puis est-ce qu'on peut réfléchir en approche peut-être sensible au trauma? Merci à vous. Je pense qu'on va parler cet après-midi, on va être vraiment rentré dans le mode solution, mais quand même, commentaire, quelqu'un veut réagir à ça? J'hésite à prendre le micro parce que je ne suis pas certain que je comprends exactement la question. Mais quand on parle de... Tu sais, je vais juste faire un petit truc. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de réponses dans la discussion entre les organismes communautaires et les organismes de l'État ou les établissements. Puis je pense que dans la crise qu'on vit présentement au niveau des ressources, il y a vraiment une clé à aller chercher là-dedans, dans une meilleure coercition entre les gens qui travaillent au communautaire puis les gens qui travaillent dans les urgences, dans les milieux hospitaliers. C'est un manque, je trouve. Il existe peu de structures pour nous aider à faire ces ponts-là. Ça se fait souvent par contact, one-on-one. Moi, je travaille beaucoup avec tel organisme qu'un intervenant parce que ça donne qu'on a un usager qui travaille là, mais il manque de structure peut-être pour faire en sorte qu'on puisse communiquer plus de tables comme aujourd'hui où est-ce qu'on se ramasse tous à parler ensemble. C'est très rare, en fait, que je viens dans un congrès où est-ce qu'il y a autant des gens du communautaire puis que du public. Fait que tant mieux, je pense que la guerre doit se terminer aujourd'hui. Ouais. Je pense que c'est une belle phrase à retenir de ce travail de collaboration. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle, d'arriver à vraiment travailler, développer des réseaux, travailler ensemble. Madame? Je pense que monsieur était avant moi. Alors, monsieur, merci. Allô, c'est Julien Gagnon, je suis infirmier en psychiatrie des toxicomanies ici au CHUM. Je ne sais pas, quand on parle de troubles concomitants, je ne sais pas si, comme moi, vous avez observé que... Puis je fais exprès d'utiliser des termes un peu francs là, pour être concis puis arriver à la discussion, mais est-ce que vous observez, comme moi, qu'il y a peut-être deux classes de consommateurs puis deux classes aussi de clientèle où on va être... plus facile à faire de la réduction des méfaits avec certains consommateurs qui ne perdent pas le contrôle, puis il y en a d'autres qui perdent le contrôle, puis où c'est plus difficile dans le réseau, dans les organismes communautaires, partout, de faire une place, puis d'avoir cette même vision-là d'ouverture, puis de réduction des méfaits. Donc, où est la place de ces gens-là, puis quelle responsabilité on a envers cette marge-là des marginalisés, les gens qui perdent le contrôle, puis où sont les places dans les organismes, dans les logements, pour des gens qui, quand ils consomment ou avec leurs problèmes de santé mentale, perdent souvent le contrôle, puis quelle mission on a envers ces gens-là. Merci. Quelqu'un veut réagir? Jade? Bien, je peux y aller un peu, mais
en tout cas, je vais faire un gros parallèle, mais c'est vrai qu'effectivement, tu sais, nous, justement, moi, je suis à l'étage aussi. Des fois, en prévention, ce que les intervenants des équipes externes font, c'est que en observant, par exemple, l'augmentation de la consommation chez leurs patients, chez la personne qu'ils vont voir, des fois, parce que, en fait, mini parenthèse, mes patients sont suivis et à l'interne et à l'externe par le même médecin, par la même équipe. Fait que le patient rentre à l'étage, il a été amené souvent par ses intervenants, par le médecin. Donc, le médecin, il sait comment le patient était chez lui avant de rentrer. Et des fois, on planifie les hospitalisations pour éviter qu'ils perdent leur milieu de vie. Fait que des fois, c'est plus des hospitalisations qu'on fait dans une espèce de contexte d'arrêt d'agir pour éviter justement l'évincement d'un appartement, quand on observe l'augmentation des comportements qui sont à risque, justement, qui se blessent, qui démolissent leur appartement, ou peu importe, qui amènent plus de conséquences. Donc, des fois, on y va un peu justement dans la prévention, tout ça. Fait qu'on fait des hospitalisations qu'on appelle des arrêts d'agir. Puis, à ce moment-là, on fait juste attendre qu'ils baissent un petit peu, qu'ils reprennent un peu plus le contrôle d'eux-mêmes, le sevrage, les effets secondaires et tout ça. Puis, par la suite, bien, on les retourne dans leur milieu, mais quand même, ça a évité toute l'espèce de problématique de, bien là, il est évincé, là, on n'a plus de place parce que, justement, antérieurement, on n'agissait pas comme ça, donc on ne prévenait pas ces crises-là. Fait que les gens perdaient leur milieu de vie, on devait les replacer, et là, on avait cette espèce de problématique. Pourquoi il a été évincé la dernière fois? Bien, parce qu'il a démoli le 3/4 de son appartement. Donc là, ils viennent qu'à être refusés, et là, on augmente un peu plus les... Oui, c'est le vrai sens de réduction des méfaits. Écoutez, le temps passe. Là, on serait censé avoir terminé. Donc, je vous le dis tout de suite, selon mon horaire, puis c'est passionnant, puis je pense qu'on voudrait vous écouter tout de suite. Je vais demander aux 3 personnes qui sont debout de poser leurs questions vraiment rapides, puis à nos intervenants de faire des réponses vraiment rapides. On sautera le tour de table général si ça ne vous dérange pas, parce que je pense que les pauses, c'est important de garder des bonnes pauses aussi pour que, justement, vous puissiez vous connaître, travailler plus ensemble, discuter. Donc, à vous, madame. Oui, moi, mon nom, c'est Martine Montreuil. Je suis travailleuse sociale à la clinique des troubles concomitants à l'Institut universitaire santé mentale de Montréal. Ma question est celle-ci. À la clinique, on a une clientèle qui est aussi judiciarisée. Et je me demandais, c'était pour Madame Karine, c'est bien ça votre prénom, hein? Je me disais, je vous écoutais parler, puis je me disais, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité aussi dans les centres de détention à RDP, à Montréal, qu'ils puissent avoir une communication ou un travail d'équipe, de partenariat, pour éviter éventuellement, en mode de réduction des méfaits, que les gens se retrouvent sur le trottoir, c'est vraiment le terme utilisé, sans que l'aide sociale ait été réactivée. C'est très précis, mais c'est quelque chose auquel moi, je suis confrontée dans ma pratique, et ça ne fait pas de sens pour moi qu'une personne, après un délai de détention, retourne à la rue, sans hébergement, sans le sou. Puis sans qu'on puisse... Il y a une difficulté de communication parce qu'on pourrait maintenir un suivi le temps de la détention pour travailler en mode approche motivationnelle. Une première question. Attends, vous ne pouvez pas? Bon, merci. Écoutez, même, je dirais que comme votre question est super intéressante et elle est assez pointue en même temps, je vous donne vraiment pas longtemps pour répondre, puis je vous invite après à jaser pendant la pause. J'ai pas de baguette. Pour qu'on puisse prendre des questions suivantes. J'ai pas de baguette magique, donc je peux pas vous donner une réponse, une recette toute faite. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'établissement de Romane, on se situe dans le fond dans la région de Mauricie, centre du Québec. J'ai été approchée tout récemment par justement le CIUS MCQ. Ils ont la volonté de peut-être ouvrir un service de prévention des surdoses dans une des prisons provinciales, si je me trompe pas, possiblement Sherbrooke. En fait, ils me l'ont pas spécifié encore. J'attends ma rencontre avec eux. Mais ils ont demandé à ce qu'on puisse les rencontrer, les gestionnaires, les intervenants également, pour pouvoir parler de comment nous, on a mis ça en place au service correctionnel à l'établissement de Romane pour le fédéral. Donc, je pense que les prisons provinciales sont intéressées de voir ce qu'on a fait au fédéral. Puis, je pense que tranquillement, pas vite, ça va faire son petit bonhomme de chemin, mais j'entends ce que vous me dites. Je vais le rapporter lors de ma réunion avec la gestionnaire du CIUS MCQ, puis je vais leur demander de peut-être s'arrimer avec Montréal. Merci. Merci à vous, monsieur.
Rapidement, donc Jean-François, CSM, Division du Québec. Carole nous le disait au début, l'approche de réduction des méfaits, c'est une approche bottom-up, mais ça fait 40 ans que cette approche-là existe. Et maintenant, dans un monde qui est habité par les relations de pouvoir, est-ce que vous ne pensez pas que justement c'est de la responsabilité d'avoir du top-down et donc que les gens en position de pouvoir et d'autorité soient ceux qui mettent en place ces pratiques-là de réduction des méfaits, surtout quand on fait face à des multiples crises de santé publique, comme c'est le cas actuellement. Et malheureusement, nos exemples politiques sont mauvais, avec le dépôt par Mme Marois-Risky de mesures répressives envers la réduction des méfaits, mais que chaque organisation se questionne au niveau des dirigeants, des directeurs, des directeurs d'établissement, de leur responsabilité pour implanter des politiques en réduction des méfaits. Merci. Kevin, je vais réagir sur le top-down, là. Ça, je suis aussi du même avis aussi. Puis parlant, le gros problématique que j'ai été témoin dans le communautaire dans les dernières années, c'est que les bailleurs de fonds, genre la santé publique, Centraide, tous ces gros bailleurs de fonds-là, qui investissent ils veulent absolument avoir des projets novateurs. Puis les hosties de projets novateurs, on va se le dire, ça sort de l'essence même de la mission première de l'organisme, puis que souvent les projets sont sous-financés, fait que c'est pour ça que les intervenants sont brûlés, puis ça doit arrêter maintenant. Merci. Annie, oui. Ben, je pense pas que ce soit en contradiction. Hein. Le bottom-up, il a nourri, mais à un moment donné, il faut que le top, qui a écouté le bottom, agisse. OK. C'est une affaire de haut en bas et de bas en haut. C'est pas en contradiction. Il n'y a pas de sens. Effectivement. Les équipes se retrouvent en porte-à-faux continuellement. Bonjour, Marie-Chantal Hervin-Simard. Je suis infirmière en santé mentale, principalement urgence, soins intensifs, psychiatriques. Merci pour toute la présentation. Je trouve ça super intéressant. Puis quand on parle de réduction des méfaits, je sais pas, j'espère que c'est pas tous les milieux, mais le café n'est pas du vrai café et les cigarettes ne sont même pas autorisées dans tous les milieux de soins. Donc, j'écoutais ce que vous disiez, Kevin, donner une dose de cristal meth à quelqu'un sur une unité quand on peut même pas lui donner du café. Moi, je vois une affaire un petit peu difficile. Fait que ça serait quoi votre angle pour pouvoir rentrer là-dedans? Parce que, tu sais, on veut rentrer en bulldozer, on veut rentrer en petite souris, puis il n'y a rien qui marche. Ouais. Voilà. À part à aromatiser le café. Ah, c'est du thé aux herbes. C'est même pas du café. Ben, moi, sur nos unités, on a vraiment ils ont du café. C'est du vrai café, je l'ai testé. Ben, je me plains de plein d'affaires. Je pense, moi, qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir par rapport au lieu de consommation. Effectivement, mais j'ai goûté, moi j'ai eu droit au faux café, puis probablement que ça me faisait du bien d'avoir du faux café à ce moment-là, puis que je le savais pas, puis que c'était bien parfait. Mais faut réfléchir c'est ça, à la structure qu'on donne pour la réduction des méfaits, vraiment de façon très concrète. Puis là, tantôt, j'en glissais des petites pistes de solutions. Je sais qu'il y a des projets par rapport, par exemple, aux boîtes de consommation qui vont probablement commencer par le pot. Je pense pas que la réflexion est sur les drogues qui sont considérées illégales. Mais un exemple bien concret, c'est qu'un monsieur qui va à la SQDC puis que selon son budget, réduction des méfaits qu'il a fait avec son intervenant, il va à la SQDC avec 10$ par semaine, puis bon, il va acheter sa consommation, puis ça lui coûte moins cher d'acheter 2 joints versus un joint. Il est obligé de fumer les 2 joints parce que il peut pas les ramener. Il vit à l'hôpital. Fait qu'il se fume les 2 joints. Ou ben non, il les cache quelque part. Et d'ailleurs, si vous voulez faire une chasse au trésor, venez à l'Institut de santé mentale. Le terrain est plein. Fait que... Là, je sais pas si on est encore dans la réduction des méfaits, là. Mais, c'est ça. Fait qu'il faut juste pas se mettre, je pense, puis je vais juste finir là-dessus, mais il faut pas se mettre la tête dans le sable puis trouver des solutions comme vraiment concrètes par rapport au lieu de consommation, par rapport à comment on peut tolérer une certaine forme d'illégalité dans les pratiques de quelqu'un pour réduire les méfaits qui sont vraiment nuisibles, que des personnes se ramassent en consommation dans la rue, que ça augmente la honte, la stigmatisation, tout ça. Merci. C'est pas fait. Jade, vous vouliez réagir une petite seconde avant qu'on parte à la pause? Je fais ça vraiment, vraiment vite, mais perdez pas espoir parce que pour vrai, moi, je suis un peu sournoise là, quand je travaille. Puis quand on attend les bonnes opportunités d'implanter des trucs, ça fonctionne. Parce que moi, ta boîte à cannabis que tu parles, je la gère à tous les jours, puis on en prend des puffs à chaque fois qu'on rouvre le coffre.
Parce que effectivement, c'est légal, ça coûte moins cher d'en acheter souvent à la SQDC. Nous, ça fait partie aussi, ce qu'on dit à nos clients, c'est « J'aimerais mieux que tu ailles l'acheter à la SQDC, tu peux choisir un peu ce que tu veux. » Souvent, ils nous disaient « Ouais, mais vous allez le jeter. » Non, plus maintenant. Maintenant, on a un coffre, on a mis des choses en place à l'unité, on a fait une espèce de procédure sur la gestion qui nous offre 1 million d'opportunités de discussion, de réduction des méfaits, d'enseignement avec les patients. On a remis en place des groupes de discussion le soir que je fais 2 fois par semaine avec les patients sur des sujets X, Y. Justement, réduction des méfaits en consommation sécuritaire, l'analoxone, je donne plein de groupes le soir et contrairement à ce qu'on pense, les patients, ils viennent. Puis ils jasent avec nous autres. On en apprend 1000 fois plus dans ces contextes-là. Fait que, sérieusement, perdez pas espoir parce que j'ai travaillé fort, mais le coffre à cannabis, j'en ai un, c'est plate, il est dans le poste. Fait qu'à chaque fois qu'on l'ouvre, on le sent, mais ça nous donne tellement d'opportunités d'enseignement et tout ça. Puis ça se fait. Il y a eu des gros yeux au début. Puis effectivement, on le fait avec le cannabis parce qu'il est légal. On se questionne justement sur l'alcool. On a moins de patients qui ont des troubles d'utilisation de l'alcool. Mais on en a déjà réfléchi à ça. Est-ce qu'on se met un frigidaire? Oui. On ne sait pas comment on va le gérer encore. Puis, on a une docteure, vraiment particulièrement, qui espère un jour qu'on puisse avoir des sacs bruns que le patient va mettre ses drogues dedans, qui va venir justement, puis ça augmente beaucoup au niveau de la collaboration dans le traitement, au niveau de l'adhérence aux soins, les suivis et tout. Mais ça fonctionne, puis les clients nous parlent plus ouvertement de leur consommation, de ce qu'ils ont consommé, comment ils sentent en sevrage. C'est vraiment... Ça fonctionne. Puis la diminution de la génial, honte que ça doit donner... Parce que la honte, la stigmatisation, c'est un des gros déclencheurs, puis ça doit vraiment aider là-dessus. Oui, puis tu sais, depuis l'année dernière, j'ai des kits justement d'injection que j'ai dans mon bureau, que je garde avec les petits biorisques noirs qui peuvent se glisser dans les poches. J'ai commandé aussi un peu le matériel. Fait que sur l'unité, on est capable d'en donner. Les patients, ça se dit aussi, mais... Des fois, on se sent un peu comme des trafiquants, c'est un peu... Oui, mais c'est pas grave. Écoutez, ça fait vraiment... on va s'arrêter avec ça pour notre panel maintenant, parce que je trouve qu'en plus, vous terminez sur quelque chose qui est vraiment important, c'est que oui, on l'a vu, vous l'avez tous dit, il y a beaucoup d'obstacles, mais on voit qu'à chaque fois qu'il y a un obstacle auquel qu'on arrive à franchir, il y a énormément de bénéfices collatéraux. Puis, vous l'avez dit, là, augmenter le bon côté plutôt que chercher à combattre le mauvais seulement, on voit à quel point ça fonctionne, donc, d'après ce que vous nous dites. Écoutez, je vous remercie beaucoup, tous les 6. Oui, on peut leur donner une grande main d'applaudissements.